2019 restera une année historique. En effet, elle marquera l'entrée de Djibouti dans l'ère industrielle. Pour la première fois de son histoire, Djibouti verra une production industrielle sur son sol. Une place de pionnière qui reviendra à l'usine chimique de production de bromure de sodium et de soude caustique sur le site du lac Assal. Tête de pont d'un vaste programme industriel en plusieurs phases, l'usine de bromure de sodium sera inaugurée par le chef de l'État le 12 décembre 2019. Alors qu'est-ce que cela représente pour Djibouti? Quelle est sa production annuelle et pour quel marché? Élément de réponse dans cette séquence. Ce jeudi 12 décembre sera une journée gravée à jamais dans la mémoire collective. En effet, le lac Assal, décrit souvent comme une zone inhospitalière pour tout être vivant, accueillera l'ensemble des plus hauts responsables et dignitaires du pays. Et pour cause, c'est la première usine qui sera implantée au lac Assal. La cérémonie d'inauguration sera présidée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui, à cette occasion, a été chaleureusement reçu par une population environnante, venue nombreuse. Dans le sillage du chef de l'État également, les membres du gouvernement, des parlementaires, des responsables djiboutiens et chinois, responsables de l'usine, des diplomates djiboutiens et des amis du pays, ainsi que de nombreuses personnalités et invités. Dérivé chimique du sel, une ressource naturelle abondante à Djibouti, précisément dans la localité du lac Assal. Le bromure de sodium est particulièrement prisé dans les marchés économiques et commerciaux en raison de sa capacité à concourir dans la fabrication d'une gamme variée de produits relevant aussi bien dans l'industrie pharmaceutique et médicale, de l'industrie cosmétique, esthétique et de l'industrie pétrolière. Il intervient également dans la fabrication des produits relevant d'usages répandus, à l'instar des détergents, des téléphones et de fibres optiques. La mise en service de cette usine et de bromure de sodium intervient 16 mois après la pose de la première pierre dédiée à sa construction. Si son financement a nécessité un investissement préalable de 80 millions de dollars, elle génère d'emblée une recette de 800 millions de dollars pour le pays. La première phase du projet est estimée à 2 milliards de francs djibout. L'usine emploie actuellement 60 employés nationaux, une vingtaine d'ingénieurs chinois. Le plus gros client du bromure de sodium reste sans doute la Chine, mais aussi la clientèle ciblée dans le Golfe. La clientèle ciblée dans la région reste tout de même les pays du Golfe arabe. Quant à la soude caustique, elle est surtout connue pour servir de matrice fondamentale à une gamme variée de savons tels que les détergents. Elle intervient aussi dans la réalisation de d'autres produits, notamment les désinfectants et le détartrage des métaux. L'usine du lac Assal se prépare à en produire et à en exporter des volumes importants de l'ordre de 52 000 tonnes par an sur la scène internationale. Une demande pour un marché en pleine croissance. Cette industrie va avoir des retombées économiques faisant de la région du lac Assal un pôle industriel et économique à part entière qui va contribuer à une création d'emplois considérable. Dans l'immédiat, ce sont plus de 200 emplois directs et des milliers d'emplois indirects qui seront créés avec une création de richesse estimée à plus de millions de dollars par an. Outre l'inauguration officielle de cette usine de fabrication de bromure de sodium, le chef de l'État a procédé également au lancement de la deuxième phase de ce projet. Cette seconde étape du projet intégrera, entre autres, un processus d'extension de l'usine qui sera dédié à un volet important de ses activités, toujours à partir du sel de lac Assal à la fabrication d'autres composants chimiques également très prisés, tels que la soude caustique et le chlore. À cette occasion, le président avait indiqué dans la création de cette usine un nouveau projet au niveau du continent africain. Et il a créé, sans doute, de nombreuses opportunités et emplois, et entre autres, sa contribution au budget de l'État et son soutien économique national. Cette étape s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour optimiser l'utilisation des ressources et de la richesse de notre pays, et de la création de ces objectifs dépendra de l'étendue de cette capacité à attirer plus d'investissements jusqu'à que les investisseurs locaux soient en mesure de mettre en œuvre de tels grands projets industriels. Et nous sommes impatients d'atteindre ce niveau, avait indiqué le numéro 1 djiboutien lors d'une importante allocution prononcée à cette occasion. Aujourd'hui, le lac Assal, grâce aux progrès réalisés, notamment sur le plan des infrastructures,
ne revêt plus ce caractère singulier d'un no man's land où aucun développement n'est envisageable. Pour les habitants de cette région, car pour ces habitants qui vivaient dans des conditions naturelles de précarité extrême, les perspectives de développement de leur région, c'est avant tout la garantie d'amélioration de leur quotidien et de leurs conditions d'existence. Mais c'est une aussi très bonne nouvelle pour le pays tout entier et pour l'économie nationale. Car ce projet aussi, mais aussi d'autres projets en cours dans cette région, comme la géothermie ou encore l'exploitation du gypse. Mesdames et messieurs, si j'ai parlé d'un développement économique intégré, c'est aussi parce que ce site du lac Assal a la particularité de réunir les conditions d'un développement multiforme sur plusieurs niveaux. Le niveau minier, bien sûr, mais aussi le niveau énergétique et le niveau touristique. L'erreur serait de privilégier l'un au détriment de l'autre. L'erreur serait de sacrifier l'un par rapport à l'autre. Mais nous n'allons pas faire cette erreur. Nous n'allons pas diminuer l'attractivité touristique de ce site unique au monde. À l'issue de cette cérémonie, le numéro 1 djiboutien, accompagné de membres du gouvernement, a visité le site géothermique de Fialé, toujours au lac Assal. 2019 sera aussi l'année où le corridor nord du pays sera fonctionnel. En effet, après l'achèvement du port de Tadjoura, la route Tadjoura-Balho, qui relie cette infrastructure portuaire au nord de notre grand voisin éthiopien, sera achevée après 10 ans de travaux et inaugurée par le chef de l'État le 6 novembre 2019. 10 ans d'efforts continus ont permis l'achèvement de cette voie longue de 112 km. Une voie qui va réellement désenclaver une zone difficile d'accès. Reportage. Un second corridor après celui de Djibouti-Khalafi pour mener vers l'Éthiopie. Cette route Tadjoura-Balho a vu le jour grâce au soutien financier du fonds koweïtien qui se chiffre à 156 millions de dollars. Cette route nationale Tadjoura-Balho, construite par l'entreprise koweïtienne Al-Qadhafi, a été baptisée officiellement Cheikh Sabah. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné des membres du gouvernement, de l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, de la ministre éthiopienne des Transports, ainsi que des responsables et ingénieurs qui ont pris part à la réalisation de ces corridors, a inauguré dans la sous-préfecture de Dora cette route longue de 112 km qui relie la ville blanche à celle de Balho pour mener à la frontière éthiopienne. La route Tadjoura-Balho fait partie parallèlement de tout un réseau de routes construites par le gouvernement qui vise à améliorer la qualité du réseau routier, mais aussi représentatif de la croissance économique de Djibouti et des liens commerciaux étroits avec l'Éthiopie. Cette route va renforcer la position de Djibouti en tant que plaque tournante du commerce, de la logistique et des services connexes. Rappelons qu'avec le port de Tadjoura, la réalisation de la chaîne de transport logistique s'inscrit dans la vision du président Guelleh, visant à faire de Djibouti un acteur incontournable dans les commerces régionaux. Cet axe routier est aussi un témoignage des relations excellentes entre Djibouti et l'Éthiopie et participe de ces faits à la vision plus large de la connexion du commerce interafricain. Un projet africain visant à connecter les continents de l'Est à l'Ouest via les infrastructures routières sur une distance de plus de 6000 km. Une connexion vitale du continent afin de réduire les obstacles aux activités commerciales entre le pays et de réaliser les promesses de la zone de libre-échange
continentale africaine. Dans son discours, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rendu un hommage appuyé au défunt sultan de Tadjoura Abdelkader Ahmed, paix à son âme, décidé durant cette année. Plus loin, il a souligné que ces corridors revêtent une grande importance économique pour toute la région. Il s'agit d'un lien économique et stratégique vital pour connecter Djibouti et l'Éthiopie et qui aura pour vocation à traduire l'intégration économique et sociale de deux pays, a-t-il précisé. En inaugurant aujourd'hui cette route, je ne peux m'empêcher d'avoir tout d'abord une pensée émue pour le sultan de Tadjoura qui nous a quittés il y a quelques mois. Car de son vivant, le regretté n'a cessé de plaider pour la concrétisation de ce projet, synonyme de désenclavement de toute cette région qu'il chérissait particulièrement. La route que nous inaugurons aujourd'hui, mesdames et messieurs, s'inscrit d'abord dans une vision de développement régional de nos infrastructures. Cette vision, Djibouti et l'Éthiopie ne cessent de la décliner dans des grands projets d'infrastructures qui renforcent l'intégration de nos deux économies. Cette route, tout comme la ligne de chemin de fer entre nos deux pays, tout comme l'interconnexion électrique, tout comme d'autres projets similaires en cours ou à venir, la construction de ce projet, de ce tronçon Djibouti-Balhou était une nécessité qui obéit à une double logique économique. En premier, ce corridor nord permettra, en complémentarité avec les corridors sud Djibouti-Galafi et bientôt Djibouti-Galilée-Daoualé, d'augmenter les capacités du trafic routier. Et ce corridor nord est aussi destiné à devenir un levier de croissance économique pour tout le nord de notre pays et en cela il répond aux préoccupations du gouvernement de faire émerger les pôles de développement régionaux, ceci naturellement dans le souci d'accompagner notre politique de décentralisation par un développement régional dynamique. Cette journée du 6 novembre sera chargée pour le chef de l'État. En effet, après l'inauguration de la route Tadjoura-Balhou, le président Guelleh procédera cette fois-ci à Boli, dans la sous-préfecture de Randa, au lancement des travaux des constructions de la voie routière reliant les localités de Boli, Adeilou, Dafeinatou, communément appelée route du Grand Wahima. Longue de 37 km, ces voies vont désenglaver la grande région du Wahima et vont faciliter la circulation de biens et de personnes ainsi que le transport de produits agricoles vers le marché urbain. Co-financé par la Banque africaine de développement et le Fonds environnement mondial, plus de 520 millions de francs ont été nécessaires pour la construction de ces voies dont les travaux ont été confiés à une entreprise chinoise, First China Highway Engineering. Ces projets sont mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et ont pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et enfin au renforcement de l'intégration économique et institutionnelle. La visite du président Guelleh dans la région de Tadjoura prend fin avec la visite du port de Tadjoura. Cette journée marathon qui non seulement voit les corridors nord opérationnels, mais aussi le lancement de plusieurs voies d'accès au niveau de la région de Tadjoura. 2019 peut être qualifié d'année de consolidation et de renforcement des infrastructures de développement. En effet, le 18 novembre dernier, alors que la Djibouti International Freight Trade Zone, autrement dit le vaste projet de la zone franche internationale de Djibouti, célébrait son premier anniversaire, voyait son expansion avec deux infrastructures de taille que sont le Djibouti International Hotel et le Djibouti International Tower. Deux structures clés au fonctionnement de la zone franche, précisément à ses usagers. Tout d'abord, une occasion pour nous de revoir de plus près ces deux structures. Djibouti International Tower, une tour de 16 étages et d'une superficie de 25 000 m², surplombant la zone franche est destinée à servir des bureaux aux diverses sociétés et hommes d'affaires voulant opérer à Djibouti.
Un bâtiment ultramoderne avec bureaux, salles de conférence, restaurants ou autres locaux devant servir de siège aux sociétés et autres équipements indispensables aux opérateurs économiques. C'est à l'occasion de ce premier anniversaire que le chef de l'État inaugure la Djibouti International Tower comme le Djibouti International Hotel. Il s'agit là d'un hôtel de superficie de 14 000 m². Un hôtel de 5 étoiles d'une capacité de 155 chambres, 78 appartements dont 77 chambres standards, 12 suites juniors dont 12 suites royales. Cet hôtel dispose également d'une grande salle de réunion de plus de 800 places, de 8 salles de réunion de capacité variant et d'un parking de plus de 100 véhicules. Cette œuvre gigantesque constitue une grande avancée pour le monde des affaires, offrant à notre pays des possibilités considérables de développement, le secteur des investissements. Pour le chef de l'État qui a présidé cette cérémonie, ces deux structures nous projettent sur la vision 2035. Ces deux arches symbolisent à coup sûr les efforts de Djibouti et donnent corps aux différents projets du président Guelleh, des efforts qui visent à faire de Djibouti un pays phare de l'Afrique de l'Est, une plateforme, autrement dit, un hub régional dont la vocation première serait d'offrir des milliers d'emplois aux Djiboutiens. La politique de la femme enregistrera également des faits marquants durant l'année 2019. En effet, une mesure phare sera annoncée par le chef de l'État le 8 mars lors de la célébration de la journée mondiale de la femme, celle de prolonger le congé de maternité des femmes qui passera de 14 à 25 semaines. 2019 verra l'affirmation du leadership de la femme djiboutienne dans des domaines aussi multiples que variés, allant du monde des affaires à la haute technologie, mais aussi en passant par la culture et le sport. L'occasion pour nous de passer en revue cette montée en puissance de la femme djiboutienne pour l'année 2019. La première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, sera présente à chaque occasion pour insuffler et encourager cet élan. Une femme se place première dans notre pays dans le domaine de l'enseignement supérieur privé. Il s'agit de Mme Choukri Abdillahi, fondatrice et directrice générale de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, l'ISCAE, qui est le numéro 1 djiboutien dans ce domaine. La First Lady, Khadra Mohamed Haïd, va parrainer la cérémonie de remise de diplôme de la première promotion diplômée de cet institut. C'est pas plus tard que le 19 décembre dernier. Retour sur ambiance de cette journée de victoire de la femme djiboutienne. La première dame se félicitait de cette percée des femmes dans l'enseignement supérieur, ce qui la propulsait désormais à exercer des hautes fonctions. Notre société de demain sera ce que vous en ferez. Comportez-vous donc avec honneur dans tout ce que vous entreprendrez. Je voudrais dire également que le diplôme ne signifie pas la fin de l'apprentissage. Peut-être est-ce l'enseignante en moi qui parle, mais je vous enjoins de continuer à récolter le savoir partout où il se trouve tout au long de votre vie. Mon dernier conseil s'adresse plus particulièrement aux jeunes femmes diplômées
dont la majeure de la promotion. Faites-vous entendre. Quelle que soit la situation, n'hésitez pas à prendre la parole, à donner votre avis, à partager vos idées, car bien souvent, elles sont meilleures que celles des hommes. La première dame sera toujours aux côtés des femmes leaders. Au Bamadi Wall, le 29 décembre dernier, Mme Khadra Mohamed Haït va parrainer la cérémonie d'inauguration de Janno Flower, une enceinte de vente de fleurs naturelles et d'autres accessoires de décoration. L'initiatrice de ce projet n'est pas méconnue du grand public. Filsan Douxi et Boulale tient le haut de l'affiche du marché des fleurs à Djibouti. La femme djiboutienne s'affirme également dans la haute technologie. C'est aussi une femme, Mme Nim'a Moussa Ige, qui est à la tête des laboratoires des métallogénies et de la biologie marine du Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, des laboratoires uniques en leur genre dans la région. La métallogénie est la science qui étudie les ressources naturelles disponibles, mais aussi sur la surface de la Terre que dans le sous-sol. Quant à la biologie marine, c'est la science permettant la connaissance des espèces présentes dans le milieu marin, notamment les poissons, leur environnement, ainsi que l'évolution de cet écosystème précis. Ces laboratoires, avec les équipements de pointe, vont être inaugurés le 3 janvier 2019 par le chef de l'État. Les femmes réaliseront des grandes performances également dans les domaines du sport, où l'équipe féminine de football remportera plusieurs rencontres amicales, dont celle qui l'a opposée à la formation féminine de la Mauritanie sur un score de 3-1. Poursuivant dans cette percée, les femmes djiboutiennes se démarquent également sur la scène internationale. En effet, Nouha Abdelaziz Bawazir, une djiboutienne fonctionnaire internationale de l'UNESCO, vient d'être nommée à la tête du bureau de l'UNESCO à Ramallah en Palestine. C'est une concrétisation pour la carrière de cette jeune femme dynamique qui est très fière de représenter son pays à l'échelle internationale. Après une maîtrise à la Sorbonne, à Paris, et d'un DSS en relations internationales de l'école de haute études Nouha Abdelaziz, a rejoint l'UNESCO en 1995. Elle faisait partie de la délégation de l'UNESCO lors de la visite de l'ancienne directrice de l'UNESCO à Djibouti, qui avait rencontré le président de la République, Ismaël Marguelé. Enfin, dans la lignée des jeunes femmes djiboutiennes qui se sont illustrées par leur talent en 2019, figure la jeune actrice djiboutienne, Mademoiselle Amina Mohamed Ali, qui vient d'être sacrée meilleure actrice 2019 du cinéma de l'Afrique de l'Est. Lors de la 4e édition du Sugiti Award, qui s'est tenue dans la capitale burkinabé, Mademoiselle Amina Mohamed Ali a été nominée meilleure actrice de l'Afrique de l'Est. Une distinction qui récompense le talent et le brio avec laquelle la jeune actrice a joué le premier rôle dans le film Daliero de Lula Ali Ismail. À noter que cette liste n'est pas exhaustive. Les résultats des efforts engagés du président de la République et de la première dame pour promouvoir la jeune femme djiboutienne ont donné leurs fruits. Les efforts qui ont permis à la femme djiboutienne de s'illustrer non seulement sur la scène djiboutienne, mais aussi sur la scène internationale. La diplomatie djiboutienne va afficher sa marque au niveau continental et international. Djibouti va en effet présenter sa candidature au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Une démarche légitime qui va se heurter à un vote très controversé en sa défaveur au niveau de l'Union africaine. Un vote qui aura un effet inverse puisqu'il va stimuler la détermination de Djibouti dans sa démarche. Retour sur ce chapitre inédit de la diplomatie djiboutienne. Parmi les faits qui ont marqué l'année 2019 figure au niveau diplomatique la volonté djiboutienne de revendiquer sa légitimité à assumer les responsabilités au niveau régional. Ce chapitre porte sur la candidature de Djibouti au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette volonté, le numéro 1 djiboutien
l'avait exprimé. Depuis plus d'une décennie, les États membres ont inlassablement œuvré en vue de réformer les Nations Unies ainsi que ses institutions afin de relever efficacement les défis économiques, politiques, sociaux et de sécurité actuels et mondiaux. À cet égard, Djibouti appuie les réformes des Nations Unies, en particulier celles portant sur le Conseil de sécurité, et réaffirme la position de l'Afrique formulée dans le consensus des îles Winnie et la déclaration de Sirte. Mon pays se réjouit à cet effet du soutien ferme de la famille des pays non alignés en ce qui concerne la quête de l'Afrique afin que celle-ci puisse prendre sa place légitime au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. En juin 2020, l'Assemblée générale organisera des élections pour 5 sièges non permanents au Conseil de sécurité pour la période 2021-22, dont l'un est attribué à l'Afrique, conformément à la tradition de rotation sous-régionale du groupe africain. Ces sièges devraient être occupés par un État de l'Afrique. En vertu des règles de l'Union africaine, il est incontestable que Djibouti devrait être le candidat du groupe africain au siège du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Le principe de rotation garantit à tous les États africains, grands ou petits, la même possibilité de siéger au Conseil de sécurité et à d'autres organes des Nations Unies. À la lumière de ce qui précède et dans le respect de l'égalité souveraine des États, Djibouti exhorte respectueusement tous les États membres à appuyer sa candidature au Conseil de sécurité pour la période 2021-22. S'il est élu, Djibouti promouvra sans relâche l'obligation de tous les États de faire respecter le droit international pour le maintien de la paix et de la sécurité et plaidera pour un nouvel engagement en faveur d'un ordre international multilatéral. La République de Djibouti entendait tout simplement prendre le relais selon un calendrier tournant au niveau régional qui permet à chaque pays d'occuper ce poste à son tour. Le non-respect de ce calendrier va donner une toute autre dimension à ce dossier qui connaîtra un rebondissement inattendu qui conduira à un vote au niveau de l'Union africaine. Un vote très controversé en défaveur de Djibouti, ce qui aura un effet contraire puisqu'il va stimuler la détermination de Djibouti de postuler à ce poste. C'est à partir de ce moment-là que Djibouti déclenche sa campagne pour postuler à ce poste. Le 19 septembre, le ministre des Affaires étrangères a convoqué une réunion avec les ambassadeurs des pays amis et frères de Djibouti afin de les informer sur les raisons de la candidature de Djibouti et les justifications. Suite à cette réunion, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, M. Mahamoud Ali Youssouf, a fait un point de presse dans lequel il a indiqué, je cite, « Nous avons proposé de longue date la candidature de Djibouti au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous l'avons annoncé auparavant comme il se doit, mais lors de cette réunion, c'était l'annonce officielle que Djibouti allait concourir à postuler à ces postes. Les efforts se poursuivent actuellement, Djibouti étant toujours candidate. Comme vous le savez, il y a 15 sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont 5 permanents et 10 non permanents. Parmi ces 10 sièges, sur les 3 qui reviennent à l'Afrique, Djibouti partage un siège par alternance avec l'Afrique orientale et australe. À l'heure actuelle, c'est donc Djibouti et le Kenya qui concourent à ces postes. Les raisons de nos divergences pour une option commune diffèrent selon le concept de chacun quant aux raisons du pourvoi à ces postes. Notre conception repose pour une alternance régulière de la représentation continentale auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que pour de nombreux pays africains qui ont opté pour le Kenya, les mandats du dernier pays en poste doivent être renouvelés de façon quasi automatique. De ce point de vue, le Kenya a occupé ces postes à 2 reprises, alors que Djibouti, une seule fois. Il faut souligner que le Kenya reste le dernier pays qui a occupé ces postes en 1998, alors que l'élection de Djibouti est antérieure et remonte à 1993. De ce point de vue, il est clair que Djibouti se porte logiquement candidat, même si le Kenya maintient sa candidature.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité tous les diplomates étrangers accrédités à Djibouti pour leur expliquer les raisons de la candidature de Djibouti à ces postes. Cela fait partie des efforts diplomatiques que nous déployons actuellement et nous sommes très confiants quant à l'issue de cette élection. Fin des citations. C'est ainsi que Djibouti lance officiellement le 8 décembre 2019 à New York sa candidature au poste non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une grande cérémonie présidée par le chef de la diplomatie djiboutienne et auquel ont été conviés un grand parterre des représentants à New York des pays amis de Djibouti ainsi que la diaspora djiboutienne résidant aux États-Unis. À partir de ce moment-là, le chef de l'État mettra à profit tous ces déplacements africains et internationaux pour un véritable plaidoyer pour la candidature de Djibouti. Le président Guelleh va également dépêcher des émissaires à travers le continent noir. C'est en juin de cette année que l'on connaîtra la décision finale de l'Assemblée générale des Nations Unies. Djibouti, qui reste très confiante quant à l'issue de ce vote, a fait savoir toutefois qu'elle restera fair-play, quel que soit le résultat final. Notons au passage que dans cette rubrique diplomatie, un autre événement de 2019 qui a son importance, Djibouti est hissé à la tête des parlements africains le 18 décembre 2019. Et cette lourde tâche a été confiée au président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, qui devient ainsi président de l'Union interparlementaire africaine. Le 28 novembre 2019 se tenait au Djibouti Palace Kempinski la 75e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine ainsi que la 42e conférence des présidents. Et c'est à la suite de ces assises que le président Mohamed sera nommé à ce poste. Sur ce, nous clôturons cette deuxième partie de cette rétrospective 2019. Prochain rendez-vous pour une troisième partie dans laquelle nous évoquerons les faits marquants dans divers domaines comme la coopération internationale, le logement ou encore le sport. À très bientôt.